Bonjour à tous. Donc Ludovic Fêtre, je vais vous présenter en une petite demi-heure a priori une réflexion qui est aujourd'hui menée notamment par le ministère de l'Environnement, la DGPR, sur des guides de vulnérabilité à l'échelle des territoires. Donc on fait en fait partie du groupe de travail et de suivi de ce référentiel national. Il nous a semblé un moment dans le cadre de ce travail qu'il était utile de le tester sur un territoire pour voir effectivement la faisabilité de réalisation. Et on avait proposé à l'époque, et j'y reviendrai, même si je ne détaillerai pas évidemment toutes les informations et tous les indicateurs sur le secteur de Gennevilliers, mais on avait proposé de travailler effectivement sur un territoire de l'approche couronne, qui nous semblait particulièrement important en termes d'enjeux, avec un impact éventuellement assez extrêmement important en termes de population, d'enjeux économiques, etc. Et de voir un petit peu comment nous, on pouvait, à partir de ce guide national, évoquer ce référentiel de vulnérabilité. Alors juste avant, peut-être rappeler en deux mots, l'IAU, c'est un organisme rattaché au Conseil régional Île-de-France, qui est en charge toute la réflexion d'aménagement aujourd'hui à l'échelle de la région, qui accompagne les élus, qui accompagne l'administration régionale dans ses réflexions sur l'aménagement du territoire et de façon très très transversale. Et nous, je dirais qu'on travaille sur les problématiques des risques depuis une petite quinzaine d'années. On s'est d'abord positionné sur la connaissance, sur les enjeux, dans une approche multirisque. Donc, on travaille effectivement sur les inondations, qui est de très loin le principal risque naturel en Île-de-France, mais sur les autres risques aussi. Et tout ça nous amène aujourd'hui à avoir une réflexion pour appréhender, je dirais, le risque non plus comme une contrainte. On essaie de le faire dans une approche transversale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des projets d'aménagement, on parle de développement urbain, de développement économique, de protection des espaces, des protections des espaces naturels, de biodiversité, d'espaces ouverts, etc. Et le risque qui nous est apparu très très longtemps perçu comme une contrainte, notamment par un certain nombre d'aménageurs, de collectivités, de territoires, on essaie aujourd'hui de l'appréhender plus comme une composante. Ça, c'est la première chose. Et nous, on n'est pas acteur direct des risques, on n'a pas vocation à faire des plans de prévention des risques, on n'a pas d'outils réglementaires. En revanche, on dispose, notamment via un système d'information géographique très important, d'énormément de données sur les enjeux, souvent très très fins, souvent extrêmement précis. Et notre positionnement, c'était celui des enjeux par rapport aux risques. Et donc les enjeux, pour nous, c'est des grands indicateurs. Les grands indicateurs, c'est par exemple des populations, c'est des logements, c'est des indicateurs économiques, c'est des taux d'urbanisation et leur évolution dans le temps par rapport à des zonages de risque. Et puis, c'est aussi tout ce qui relève des enjeux localisés. Alors, enjeu localisé, c'est des équipements, mais c'est aussi de plus en plus les réseaux, les infrastructures, tout ce qui participe finalement au fonctionnement de la ville ou d'une agglomération comme l'Île-de-France, puisqu'on est vraiment dans une réflexion métropolitaine, et ce qui nous amène finalement à travailler sur la vulnérabilité des territoires, parce qu'aujourd'hui, une agglomération comme l'agglomération parisienne fonctionne en réseau, s'appuie sur les réseaux pour fonctionner, et on sait tous aujourd'hui qu'une inondation majeure aurait des conséquences qui dépassent très très largement la seule zone inondée. Et puis on s'est beaucoup et longtemps positionné aussi sur des approches territoriales. Donc c'est évidemment à l'échelle de l'agglomération. On a sorti un certain nombre de papiers ces dernières années sur les grands chiffres à l'échelle régionale. Mais on essaye aussi d'avoir une vision à l'échelle communale, voire infracommunale, en tout cas à l'échelle des territoires, pour essayer de mieux appréhender finalement les enjeux et en tout cas mieux les territorialiser. Et puis l'autre point important, c'est toute la réflexion sur le partage de la connaissance, parce qu'on est absolument persuadé qu'aujourd'hui, la culture du risque, ça fait partie des éléments de la réduction de la vulnérabilité. Et donc on s'est engagé depuis quelques années, alors à travers un outil qui s'appelle Visiorisque, qui est de la cartographie interactive aujourd'hui. C'est une application qu'avait développée Simon il y a 1 ou 2 ans sur Baignade Interdite, qui permet à chaque citoyen finalement d'aller taper son adresse et de voir s'il est en zone inondable et d'avoir quelques éléments de connaissance, en tout cas d'évaluation des risques. Ça a été la modélisation 3D, vous en avez peut-être vu à l'occasion de Sequana. On a produit pour le compte de la zone de défense un certain nombre de films de simulation 3D à l'échelle des grands territoires pour essayer de faire comprendre ce que c'était qu'une inondation et les impacts potentiels. Voilà, on essaye aujourd'hui de travailler un petit peu dans ces différents domaines. Alors concernant plus particulièrement le référentiel de vulnérabilité, on s'inscrit aujourd'hui finalement dans une démarche qui est portée par la stratégie nationale de gestion du risque inondation, alors qui a des grands objectifs que vous devez connaître sur augmenter la sécurité des personnes, stabiliser à court terme, réduire le coût des dommages, etc. Mieux savoir et puis un objectif, un défi qui est mieux savoir pour mieux agir, et notamment avec une vraie réflexion aujourd'hui, et je crois que c'est une vraie évolution en tout cas de la stratégie nationale, c'est aussi parler évidemment de protection, et ça, c'est la réflexion sur les ouvrages de protection, mais aussi de beaucoup parler de la vulnérabilité des territoires et des conséquences. Et dans ce cadre-là, donc, le ministère a souhaité engager, via le CEREMA, un outil, un référentiel national,
pour aborder la question de la vulnérabilité des territoires dans différentes échelles. Donc ça fait partie de la réflexion. Et c'est finalement quelque chose qui se traduit aussi dans beaucoup de documents actuels qui sont en train d'être publiés. Je pense aux stratégies locales qui vont s'effectuer, je dirais, à l'échelle, en fait, penser à l'échelle des TRI. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de vulnérabilité de territoire. Le plan de gestion du risque inondation à l'échelle du bassin, parmi les grands objectifs, il y a aussi une réflexion sur comment intégrer des référentiels, en tout cas pas des référentiels, mais des études de vulnérabilité dans les documents d'urbanisme, dans les SCOT, dans les réflexions intercommunales. Les plans de prévention et les programmes d'action de prévention des inondations des PAPI prévoient aussi aujourd'hui, en tout cas, ça fait partie aujourd'hui des réflexions qu'ils intègrent en amont, en tout cas une réflexion sur les diagnostics de territoire. Donc il y a effectivement beaucoup d'informations aujourd'hui sur des réflexions de ce type. Et donc un guide est en cours d'élaboration par le CEREMA qui s'organise autour de différents grands chapitres. C'est l'identification des sources de vulnérabilité avec des grands indicateurs. Donc là, je vais y revenir dans un instant parce que ça va faire l'objet un peu de la présentation, qui s'accompagne, ce guide, donc assez technique, d'un catalogue de mesures qui donne des pistes d'action sur comment finalement réduire la vulnérabilité et en tout cas ouvre des perspectives, et puis qui revient aussi sur tous les documents qui existent aujourd'hui en France. Il y en a très nombreux, mais qui va les regrouper dans un seul guide pour essayer de mettre en œuvre un petit peu cette réflexion. Et donc, ce que je vous disais, c'est que dans ce cadre-là, faisant partie du comité de pilotage, on a proposé de tester ce guide à l'échelle d'un territoire. Alors on l'a fait dans le cadre d'une étude exploratoire. Alors dans la démarche qui est portée par le guide, c'est quelque chose qui est engagé d'une façon, je dirais, descendante. C'est la collectivité, ou en tout cas des porteurs de projets de territoire qui se lancent dans un diagnostic. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'a pas tant, je dirais, associé de communes. Je vais y revenir juste dans un instant, mais c'était plutôt une démarche exploratoire. Donc on n'est pas dans la démarche complète qui va de création d'un comité de pilotage, d'un diagnostic partagé, et puis jusqu'à la définition d'un plan d'action et sa mise en œuvre éventuelle. On est juste sur ce travail de vulnérabilité, d'analyse de la vulnérabilité. Et donc l'objectif, c'était de voir est-ce qu'il était possible de travailler sur ces éléments, sur est-ce que les données sont disponibles pour le réaliser? Quel problème ça pose? À quelle échelle on travaille sur un diagnostic de vulnérabilité? Il y a de gros enjeux de restitution cartographique aussi pour essayer d'expliquer, de faire comprendre. Donc ça a été un petit peu l'objectif. Et on s'est lancé sur ce travail qui devait être initialement sur une seule commune, Gennevilliers, parce que Gennevilliers est une commune aujourd'hui des Hauts-de-Seine qui s'est fortement engagée, en tout cas dans les réflexions sur le risque, sur la prise en compte des risques, notamment avec un plan de continuité d'activité de ses services, un PCS. En tout cas, ils intègrent en tout cas cette réflexion depuis quelques années. Et donc on a souhaité les associer. Et puis il nous est rapidement apparu que il fallait certainement élargir. Une commune, ça voulait pas dire, c'était pas suffisamment représentatif, c'est qu'une commune, ça vit avec les communes voisines, c'est des flux, c'est un fonctionnement, et qu'il fallait s'appuyer finalement sur ce fonctionnement. Et du coup, on a travaillé, c'était au moment où finalement les EPT ont été définis à l'échelle de la métropole, de travailler sur l'établissement public territorial 5, qui regroupe Gennevilliers, les communes voisines, Argenteuil, etc., pour essayer d'avoir une vision globale, parce qu'en quelque part, ça nous fait penser aussi, en tout cas, que la gestion du risque, c'est à l'échelle d'un territoire. Vous n'êtes pas obligatoirement touché, mais il y a aussi des actions, on verra, par exemple, en termes de gestion de crise, d'organisation, de réflexion. En tout cas, il y a besoin d'un territoire de gouvernance pour traiter le risque. Et ça nous semblait être intéressant de le faire à ce niveau-là. On avait juste rajouté une commune de Seine-Saint-Denis, l'île Saint-Denis, parce que géomorphologiquement et dans la façon de concevoir l'inondation, elle se raccrochait complètement à ce territoire. Alors, ce guide qui est national traite finalement de toutes les inondations. Donc, une des difficultés d'entrée, ça a été, ils avaient défini, il y a pas loin de 45 sources de vulnérabilité, 3 grands objectifs, je vais y revenir aussi, mais finalement, ils s'adressaient à toutes les inondations. Nous, très rapidement, on a essayé de recentrer, et on l'a fait porter d'ailleurs à l'échelle du comité de pilotage. Il n'y a pas une inondation, il y a des inondations qui sont toutes différentes, qui n'ont pas la même cinétique, la même amplitude, c'est pas le même phénomène. Et donc, évidemment, sur Gennevilliers, on n'est pas sur des crues rapides du sud de la France où l'inondation est extrêmement violente, extrêmement rapide, qui peut causer des dégâts extrêmement importants, mais en même temps qui est très ciblé, qui est en fait finalement pas très grande extension. Et en Ile-de-France, on n'est pas du tout sur ce type de phénomène. On est crue de débordement, donc c'est la crue de la Seine, crue centenale, type 1910, cinétique lente. Donc on n'a pas évidemment les mêmes enjeux, par exemple en gestion de crise, que sur des crues rapides. C'est du courant faible, mais ça c'est c'est pas obligatoirement très important pour nous. Par contre, c'est des durées de submersion longues. Et ça change tout, et pour beaucoup d'informations, pour beaucoup de données, pour beaucoup d'éléments en termes de
accentuation des dommages, vulnérabilité, tout simplement même des questions organisationnelles. C'est une crue, je vous le rappelle, 1910, ça a été 15 jours de montée des eaux, 35 jours de décrue, je crois. Donc on est sur des inondations extrêmement lentes, avec en plus sur ces territoires des hauteurs d'eau qui peuvent être localement importantes. Gennevilliers, on a plusieurs secteurs où il y a plus de mètres d'eau. Donc on est des forts impacts. En plus, c'est un impact qui va s'inscrire à l'échelle pour la région, c'est l'ensemble du bassin Seine, mais rien que pour la région, ça va être 8 départements qui vont être touchés de façon concomitante. C'est pas loin de 50 000 hectares potentiellement exposés. Enfin voilà, c'est des enjeux très très importants. Et puis, par rapport à ces diagnostics de vulnérabilité, ce qui nous est apparu aussi important, c'est de rappeler les contextes. Vous ne traitez pas les enjeux, la vulnérabilité de la même façon si vous êtes dans une zone périurbaine, dans une zone plutôt rurale, et par rapport à une zone extrêmement dense comme l'est l'Île-de-France, et comme l'est en particulier ce territoire. J'ai mis quelques caractéristiques. C'est fort taux d'urbanisation. Alors, naturellement, c'est déjà extrêmement urbanisé, mais la zone inondable est sur ce territoire urbanisée à 95%, donc c'est extrêmement lourd. C'est une grande mixité de l'occupation du sol. Vous avez des activités, vous avez le port de Gennevilliers, mais vous avez beaucoup d'activités. C'est un ancien territoire industriel avec beaucoup d'activités dans le tissu urbain, mais aussi des équipements. C'est des très fortes densités de population. Et dans le fonctionnement de ce territoire, ce qui est particulièrement important, c'est un territoire qui fonctionne en réseau. C'est-à-dire qu'il n'est pas en autonomie. C'est des réseaux de transport, c'est des réseaux d'énergie, c'est l'ensemble des réseaux, et c'est aussi l'assainissement, l'eau potable, etc. Et ça participe complètement, finalement, de la vie du territoire, mais aussi de sa vulnérabilité. Et donc aujourd'hui, ce référentiel aborde les choses, puisqu'on l'a suivi dans sa méthodologie, sous 3 grands objectifs, qui est celui de la sécurité des personnes, les dommages aux biens et la réduction des délais de retour à la normale, qui sont un peu les 3 grands objectifs de la stratégie nationale, et que nous, on a fait légèrement évoluer pour différentes raisons. D'abord, parce que sur beaucoup d'éléments et d'indicateurs et de sources de vulnérabilité qui étaient prévus par ce guide, un certain nombre de ces informations n'étaient pas disponibles. Il y a encore énormément de données qui n'existent pas ou qu'on ne sait pas produire. Et puis on a souhaité assez rapidement élargir un petit peu l'approche sur ces éléments. Donc la sécurité des personnes, au regard des densités humaines sur ce territoire, on l'a très vite transformé aussi sur les enjeux de la gestion de crise, parce qu'on a des enjeux extrêmement importants sur ce territoire. Les dommages aux biens. Dommages aux biens, il y avait quelque part monétarisé un peu les dommages, et qu'est-ce que ça représentait ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, le coût, l'évaluation des dommages, on a quelques courbes, on a des courbes de dommages qui existent, quelques méthodologies qui sont mises en œuvre. Ça reste extrêmement complexe à définir, à mettre en œuvre. En plus, on est sur des territoires avec des tissus complètement différents, des âges d'habitat ou d'équipements complètement différents. Donc, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Je vous rappelle juste que l'OCDE affiche 30 milliards d'euros pour une crue majeure en dommages directs en Île-de-France. Elle estimait dans son étude que le coût des dommages indirects serait environ du double, enfin l'équivalent. Dommages indirects, c'est les pertes d'activité, etc. Il se trouve qu'on a travaillé, par exemple, nous, dans le cadre de la directive inondation, dans un groupe de travail économie sur ce domaine économique. Juste sur l'agglomération centrale, on a fait une étude, les pertes d'activité pour les entreprises selon 2 scénarios, un scénario un peu minorant et un scénario un peu plus fort. On arrive entre 25 et 40 milliards de pertes d'activité des entreprises que pour ce chiffre-là. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'évaluation du coût des dommages aux biens. Et puis le 3e point, c'était la réflexion sur la réduction des délais de retour à la normale, que nous, on a un petit peu transformé sur la vulnérabilité du territoire et les délais de retour à la normale, avec le constat qu'aujourd'hui, à l'échelle des territoires, la prise en compte des risques reste encore extrêmement complexe, elle est peu prise en compte, et qu'espérer avoir aujourd'hui des retours à la normale, ça voudrait dire qu'on ait anticipé le risque et que sur beaucoup de territoires, on en est encore relativement loin. Et donc voilà, il y a ces différents objectifs. Donc je pense que je vous les laisserai dans le PowerPoint qui vous sera distribué. Mais il y a aussi différents axes autour de différents objectifs, et je ne vais pas tous les détailler. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'était aussi, avant même de vous montrer quelques exemples d'indicateurs qui nous semblent intéressants de regarder à l'échelle d'un territoire pour analyser sa vulnérabilité, c'est tout simplement, par exemple, d'avoir la réflexion sur la crue de référence. Qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui en crue de référence pour analyser la vulnérabilité d'un territoire, sachant que potentiellement, en Île-de-France, on a cette chance d'avoir énormément d'informations finalement sur ce risque. La plus connue, en tout cas, en termes d'aménagement et de réflexion d'aménagement, parce que c'est celle qui est traduite dans les PPR, c'est par exemple le scénario de la crue centenale, qui est en termes d'aménagement la référence. Donc c'est celle qu'on a utilisée pour nos travaux. Mais aujourd'hui, il y a d'autres inondations, il y a d'autres sources d'informations. C'est par exemple qu'on aurait pu utiliser, c'était celle de la directive inondation.
Il y a deux scénarios. Il y a la crue moyenne qui est la crue centenale. Il y a des crues fréquentes. On en a fait l'analyse pour montrer que ce territoire n'était absolument pas touché par les crues fréquentes. C'est-à-dire qu'il y a un système de protection de digues et murettes qui était installé, qui permettait de limiter très très fortement les impacts. Et puis par contre, on avait par exemple le scénario de crue extrême qui lui est beaucoup beaucoup plus lourd et qui n'a pas aujourd'hui de vraies conséquences non plus, en tout cas de vraies traductions dans des réflexions d'urbanisme et d'aménagement. Elle peut être un indicateur, donc on va juste l'utiliser pour rappeler l'exposition du territoire, mais on va pas travailler les indicateurs autour de cette zone, de cette référence-là. Et puis on a aussi les scénarios utilisés par la préfecture de police zone de défense dans le cadre de ces travaux de préparation de la gestion de crise. C'est les scénarios avec des casiers hydrauliques qui permettent de simuler, je dirais, une montée des eaux, mais avec aussi un certain nombre d'inconvénients, c'est-à-dire que c'est aussi des scénarios qui sont extrêmement majorants finalement par rapport à la réalité du terrain, qui manquent peut-être de précision parce qu'ils homogénéisent la hauteur d'eau à l'échelle d'un casier. Ça ne nous semblait pas non plus la donnée la plus pertinente. Mais elle existe et elle peut être utilisée, et là c'est en fonction une nouvelle fois des territoires qui sont étudiés. Et puis il y a très prochainement, l'ADRIE va servir de nouvelles données, en tout cas beaucoup plus fines sur les zones d'inondation potentielles avec des scénarios. Et là, peut-être qu'elles auront un intérêt encore plus important et ça va devenir une nouvelle source, certainement, d'analyse de la vulnérabilité. Et alors maintenant, je vais vous montrer à travers quelques éléments et quelques indicateurs. En tout cas, je ne vais pas vous présenter les indicateurs, enfin les résultats en tant que tels, mais plutôt l'esprit dans lequel on a travaillé, sur l'exposition du territoire, et notamment donc par exemple sur la sécurité des personnes, les enjeux de la gestion de crise. Il y avait une source de vulnérabilité qui s'appelait l'ennoyement des bâtiments. Et en fait, qu'on a transformé en exposition de la population. Il faut savoir que le CEREMA qui travaille, enfin les services du CEREMA là, sont plutôt des gens du Sud et qui travaillaient beaucoup sur les cours d'eau, les inondations du Sud de la France. Et donc, ils n'étaient pas obligatoirement sur les mêmes durées, les mêmes réflexions que nous. Nous, on a voulu mettre l'accent sur l'estimation des populations en termes de gestion de crise. Et on l'a voulu le faire parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur 5000 personnes, on n'est pas sur 10 000 personnes, des choses qu'on sait gérer en termes de crise aujourd'hui. On est sur des chiffres beaucoup plus importants. À l'échelle de ces 8 communes, c'est 127 000 personnes, je crois, qui sont en zone inondable potentiellement exposées. Et donc là, vous êtes obligé d'avoir une autre réflexion. Et c'était aujourd'hui, sachant qu'une partie de cette gestion de crise est organisée, en tout cas, et à mettre en œuvre par les communes, qu'elles se rendent compte un peu de l'importance des enjeux à l'échelle communale. Et donc par rapport à ça, on travaille tout un tas d'indicateurs sur les populations. Alors on le fait finement, puisqu'on travaille quasiment à la parcelle. On utilise des données, les fichiers fonciers qui sont des fichiers parcellaires. On les croise avec les dernières données, je dirais, de l'INSEE. Et on travaille d'abord sur la population exposée, par exemple. La population exposée par niveau d'aléa. Le niveau d'aléa en tant que tel, c'est entre 0 et 1 mètre, 1 et 2 mètres, supérieur à 2 mètres. Alors, on sait juste que la hauteur de l'aléa, c'est éventuellement des dommages beaucoup plus importants, parce qu'à partir de 1 mètre, c'est un facteur d'accroissement. Mais on n'a pas aujourd'hui de données de durée fine sur les durées de submersion. On a juste présumé qu'aujourd'hui, une hauteur d'aléa supérieure à 1 mètre, voire 2 mètres, c'est pas une journée. C'est certainement plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'inondation. Et ça permet de sensibiliser aussi en se disant, si vous avez des gens hébergés, ça va pas être 2 jours, mais ça va être peut-être pendant plusieurs semaines. Donc, par exemple, la population exposée par niveau d'aléa, aujourd'hui, on a un tiers de cette population qui est en zone d'aléa fort à très fort. Voilà. Donc, au-dessus d'1 mètre. Donc, ça veut dire certainement 40 à 50 000 personnes qui seraient potentiellement exposées pendant plusieurs semaines. C'est la part de la population totale. Là aussi, toutes les communes ne sont pas exposées de la même façon. Il y en a certaines où ça représente finalement pas grand-chose, qui sont finalement très peu touchées. C'est par exemple le cas d'Argenteuil. Villeneuve-la-Garenne qui est complètement à droite, c'est 80% de sa population qui est en zone inondable. Donc ça permet aussi d'avoir des parts relatives. À l'échelle d'un territoire, c'est pas qu'une commune, c'est le territoire par rapport aux autres, et ça peut éventuellement appeler à des solidarités derrière. L'autre point, typologie d'habitat. Caractéristique de l'Île-de-France, 80% aujourd'hui des logements exposés en zone inondable sont des logements d'habitat collectif. Alors, pour certains, le réflexe habituel pour la population, je suis au 3e étage, je ne suis pas concerné, je ne serai pas inondé, voilà. Donc il y a toute la pédagogie à faire autour de ça en disant mais si vous serez impacté parce que vous n'aurez pas d'eau, vous n'aurez pas d'accessibilité à votre immeuble, vous n'aurez pas
de chauffage, pas d'électricité, etc. Et finalement, il y a des enjeux très très forts qui ne sont pas obligatoirement totalement perçus d'entrée. Par contre, l'habitat individuel, on a aussi quelques milliers de logements individuels qui sont concernés et qui posent aussi des problèmes parce qu'on sait aujourd'hui qu'une maison qui est touchée, c'est plusieurs mois derrière pour la mettre en état. Donc voilà, on fait ce type d'analyse. Et puis il y avait quelque chose qu'on a essayé de calculer, c'est la population directement impactée par la montée des eaux. Il y a la population exposée, puis celle qui est impactée par la montée des eaux. Et donc là, on a retenu tout simplement les maisons individuelles. On se dit qu'une maison individuelle, il faudra l'évacuer, même si elle est R+1, finalement, elle va pas tenir plusieurs semaines certainement. En tout cas, ses habitants vont avoir du mal à rester dans leur maison. Les appartements de rez-de-chaussée. Et donc là, on a pu mesurer qu'il y avait quelques dizaines de milliers de personnes qui étaient dans cette situation à l'échelle de ce territoire. Et là, ça renvoie directement à des questions d'hébergement, hébergement provisoire, qu'est-ce que vous faites, comment vous organisez les choses. Autre point, on a des quartiers extrêmement peuplés. C'était aussi d'avoir une réflexion sur l'acceptation de la population, en tout cas les caractérisations de la population, en se disant que toutes les populations ne sont pas égales par ailleurs. Certaines peut-être sont plus facilement une culture du risque, en tout cas des capacités peut-être tout simplement de se déplacer, de bouger. Il y avait pour nous un indicateur social. On a voulu mesurer quelle était la part de la population aujourd'hui qui vivait dans des zones sensibles socialement. En se disant peut-être que derrière, il y a une gestion de crise adaptée à faire, il y a une culture, il y a peut-être une information un petit peu différenciée, comment on la traite et comment on réfléchit sur ça. Donc on a fait des calculs de population dans les quartiers politiques de la ville pour se rendre compte qu'on avait 40% de la population qui était concernée sur ce territoire-là, dans cette situation. Et avec là, une fois de plus, de grandes variations. Villeneuve-la-Garenne, c'est quasiment 70 ou 80% de cette population, de leur population qui sont dans cette situation. Ça a été, on le sait tous, c'est aussi le dysfonctionnement des réseaux urbains. Et donc là, on a aujourd'hui, même si Sequana est passé, si les grands opérateurs commencent à travailler dans ce domaine, il y a finalement assez peu de données. Il y en a une quand même dont on dispose depuis quelques années, nous, via des contacts avec ERDF, c'est les zones de fragilité électrique. Et donc, c'est tout simplement quelle est la population concernée en zone de fragilité électrique. Donc, ils n'auront pas d'électricité, ils ne seront pas directement sous l'eau, mais ils sont quand même très impactés. On a fait les calculs, j'évoquais 127 000 personnes, je crois, en zone inondable. On en a 100 000 de plus dans le scénario R1.0 de la préfecture de police. On en a 200 000 de plus dans R1.15. Donc, c'est des conséquences tout à fait importantes. Et là, on renvoie sur des questions tout simplement de vie quotidienne pour les populations, mais ça peut être aussi... plus prosaïquement, vous êtes au 6e étage, vous n'avez pas d'ascenseur, pas de lumière dans votre immeuble. Enfin, c'est des questions de sécurité publique, c'est tout un tas de choses. Ça peut donner quelques indicateurs. C'est les enjeux de la gestion de crise. Parce que vous voulez organiser une gestion de crise, vous voulez évacuer des personnes, mais donc vous allez les héberger quelque part. On pense tout de suite au gymnase, on pense aux écoles, qui peuvent être des sites d'hébergement. C'est au moins savoir quelles sont celles qui sont en zone inondable, ou pas. Ça retire déjà une capacité d'hébergement. C'est celles qui sont en zone de fragilité électrique, parce que ça ne servira à rien d'aller mettre des gens, par exemple, dans cette situation. Donc c'est de réfléchir à ça. Mais c'est aussi de réfléchir, la commune, c'est une administration, les citoyens vont se retourner très, très rapidement vers leur commune pour avoir des informations, pour pouvoir rendre service. Est-ce que les mairies sont en zone inondable? Est-ce que leurs centres techniques sont en zone inondable? Est-ce que les services de secours le sont? La police, les pompiers, etc. Donc voilà, ça fait partie de l'analyse pour dire, et c'est le cas de Gennevilliers, vous êtes déjà en zone inondable, votre mairie, votre centre administratif est en zone inondable, vos services de pompiers le sont également, et la police aussi. Bon, voilà. C'est juste se poser des questions sur la vulnérabilité et finalement l'organisation de la gestion de crise ultérieure. Et puis il y a d'autres sujets qui étaient intégrés dans cette phase-là. Il y avait une question sur l'habitat léger, c'était les campings. Alors évidemment, sur ce territoire-là, on n'a pas de camping, par contre, on a des bateaux-logements. Bateaux-logements qui peuvent localement poser de gros problèmes. C'est soit des bateaux-logements, soit des bateaux, ce qu'on appelle, moi j'appelle le RP, mais qui accueillent de la restauration, des loisirs, etc. Rien que sur ce linéaire-là, et c'est la carte du haut, on a 150 bateaux dans cette situation aujourd'hui à l'échelle de ce territoire. 150 bateaux, ça veut dire, est-ce que leurs propriétaires sont prévenus? Est-ce qu'ils savent gérer la crise? Est-ce qu'ils ne le savent pas? Et on en a 1500 ou 1600 à l'échelle de l'Île-de-France. Et s'il faut les évacuer, s'il faut bouger ces bateaux, certains ne sont pas motorisés, comment on fait, comment on s'organise? Ça fait partie de la réflexion à anticiper, parce que c'est pas 2 jours avant qu'on va le faire. C'est certains établissements dits sensibles, au sens donc de ce guide, c'était les difficultés d'hébergement, d'évacuation d'un certain nombre d'établissements. Pour nous, c'est les immeubles de grande hauteur. Un immeuble de grande hauteur qui n'a plus d'électricité ou qui ne fonctionne plus, il faut l'évacuer. Donc voilà, c'est au moins les repérer. C'était les maisons de retraite. Et là, je crois que sur ce territoire, on a une quinzaine de maisons de retraite qui ne seront directement les pieds dans l'eau. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut anticiper.
C'est la même chose sur tout ce qui relève des établissements publics de santé, hôpitaux, cliniques, centres de santé. Est-ce qu'ils sont impactés, pas impactés, dans quelle mesure? Et puis on l'a été jusqu'on avait une couche d'information, une information sur les médecins libéraux à l'échelle de la commune, voir tout simplement le potentiel de médecins qui seraient impactés, sur lequel, enfin voilà, ça fait partie aussi des diagnostics sur la santé. Et puis dernier point, il y avait une réflexion sur le suraléa technologique. Vous avez des équipements, vous avez des activités éventuellement inondables qui peuvent entraîner soit des accidents, parce qu'elles utilisent des produits, par exemple, qui réagissent à l'eau, qui peuvent risque d'explosion, ça peut être du suraccident. Il y a des établissements Céveso, voilà. Et donc, le repérage a été de repérer sur un secteur qui a une forte activité industrielle aujourd'hui encore. On n'a pas loin de 50 établissements ICPE, classés ICPE en zone inondable sur ce territoire-là. On a 5 établissements Céveso qui sont tous aussi en zone inondable. Donc voilà, c'est d'avoir un petit peu ce genre de réflexion, mais c'est par exemple aussi des charges polluantes, et c'est est-ce que les services de secours sont dimensionnés pour pouvoir gérer des pollutions aujourd'hui par un certain nombre de ces installations. Et puis il y avait un dernier point dans cet objectif 1 qui était la préparation à la crise à la fois collective et individuelle. Collective, c'est de regarder s'il y a un PPRI, s'il y a des PCS, etc. Donc c'est pas le cas même pour toutes ces communes. Et puis il y avait quelque chose qui nous semblait intéressant, c'est préparation individuelle, c'est comment finalement la population sur ces territoires est informée du risque ou n'est pas informée du risque. Est-ce qu'il y a des actions qui sont faites dans ce domaine? On a fait très simple, on ne va pas se lancer dans une grande enquête de sensibilisation, de connaître un petit peu à l'échelle de cette population qu'est-ce qui est concerné. C'était juste se dire, les sites internet communaux sont aujourd'hui un lien privilégié finalement de la commune vers ses concitoyens et réciproquement. On a été consulter les sites internet des communes pour voir si elles parlaient du risque. Combien parlaient du risque? Combien faisaient une information sur le risque? Est-ce qu'elles mettaient par exemple un DICRIM, qui est un document obligatoire aujourd'hui en ligne? Est-ce qu'elle parlait du PPRI? Est-ce qu'elle faisait une information un peu plus ciblée? Ça a été assez surprenant. On n'a que 2 communes sur les 8 qui parlent un petit peu de risque. Donc c'est 30% de la population exposée. Les autres n'en parlent absolument pas. C'est-à-dire que vous tapez des mots-clés risque, inondation, PPRI, DICRIM, etc. Vous ne les trouvez pas. Effectivement, vous trouvez le PPRI, mais systématiquement dans les documents d'urbanisme comme servitude. Mais vous ne trouvez pas le document en tant que tel. Et quand il existe, il est rarement complet. Donc voilà, ça fait aussi partie des interrogations et des... comment, finalement, je prends en compte et comment je parle en tant que commune, collectivité, à mes concitoyens du risque. Est-ce que je le fais? En l'occurrence, non. Il y a un gros déficit dans ce domaine. On a fait des choses aussi sur l'exposition des dommages. Alors ça, c'est le deuxième grand objectif. Donc là aussi, on a des capacités de calcul en traitant l'exposition relativement fine. Donc le logement, ça fait partie des indicateurs. Donc on regarde par niveau d'aléa, par typologie, représenter la part du parc communal. Et on se rend compte que, par exemple, on en revient sur les mêmes chiffres, mais il y a des communes qui sont quand même extrêmement exposées. C'est par exemple Villeneuve-la-Garenne, c'est 80% de son parc qui est sous l'eau. C'est la parc social. Quelle est l'importance du parc social dans le parc exposé? Alors ça, il y avait le pendant un petit peu, finalement, information, sensibilisation des populations, fragilité des populations. À l'inverse, c'est se dire aussi qu'un parc social, c'est souvent des grands opérateurs, des grands bailleurs, et ça ouvre aussi une perspective de travail avec un opérateur unique qui pourrait peut-être informer ses locataires, etc. Donc il y a aussi une réflexion à avoir dans ce domaine. C'était se rendre compte quelle est la part à l'échelle du territoire des logements construits post-PPRI, en se disant que par exemple, ces logements seraient peut-être moins vulnérables que les logements qui ont été construits avant la mise en œuvre des PPRI. À l'échelle de ce territoire, c'est 5%. Seulement des logements qui sont construits post-PPRI. Ce qui veut dire à l'inverse que 95% n'est pas adapté aux risques d'inondation. Puis on a fait des évaluations de dommages. Aujourd'hui, il y a les courbes aujourd'hui d'analyse multicritères qui existent à l'échelle nationale. On les a utilisées pour montrer qu'on avait sur le logement entre 250 et 300 millions d'euros, je crois, de coûts des dommages évalués sur quelque chose, à mon avis, très minoré, parce que des coûts sur le logement collectif ne sont pas très, très bien étudiés dans ces courbes d'endommagement, que ça ne tient pas compte des parties communes, que ça ne tient pas compte du coût de l'habitat et des travaux en Ile-de-France par rapport peut-être à d'autres régions, etc. Mais c'est un ordre de grandeur. On a fait la même chose aujourd'hui. Je vous disais qu'on a fait une étude sur le domaine économique. Ça a été d'évaluer le potentiel économique exposé. Alors déjà, évidemment, nombre d'établissements, nombre d'emplois, mais qu'est-ce que ça représente à l'échelle de la commune ou du territoire? Est-ce que c'est 5%? Vous avez 1000 établissements ou 1000 emplois. Est-ce que ces 1000 emplois représentent 80% de votre potentiel économique communal ou 5%? C'est pas la même chose. C'est l'exposition par niveau d'aléa, fragilité électrique, enfin tout ce qu'on a fait. Des choses sur les catégories d'effectifs, pour se rendre compte aujourd'hui, par exemple, qu'à l'échelle de ce territoire, 90% des entreprises exposées sont de moins de 10 salariés.
Et ça représente 20% des emplois. C'est tout le tissu urbain, c'est toute la petite économie, c'est les commerces, etc., qui participent au fonctionnement de votre territoire. Ça veut dire aussi que c'est souvent des petites entreprises qui n'ont aucune conscience du risque. C'est vraiment pas dans leurs préoccupations, mais ça participe directement au tissu local. Voilà. La part de la fonction publique. Fonction publique, c'est emplois communaux, territoriaux, nationaux, l'enseignement, etc. Mais c'est très important parce que c'est aussi un facteur de résilience. Ça, c'est le retour d'expérience aussi, par exemple, de Katrina à la Nouvelle-Orléans, pour se rendre compte qu'à défaut de service public, s'il n'y a pas de service public après la crise, les gens ne reviennent pas. Et donc, aujourd'hui, se rendre compte que pour faire repartir un territoire après une crise majeure, il y a besoin des services publics, il y a besoin des crèches, des écoles. Les gens ne remettront pas leurs enfants. Enfin, voilà, s'il y a des difficultés, ils ne reviendront pas obligatoirement ou pas très rapidement. Et ça engage un petit peu ce genre de réflexion. Donc voilà, c'est tout un tas d'évaluations qui ont été faites dans ce domaine. On va le faire aussi, ou on l'a fait d'ailleurs sur le patrimoine culturel, l'évaluation. Est-ce que vous avez des musées, des choses comme ça qui sont concernées? Parce que ça peut faire partie sur certains territoires de choses importantes. Et puis, de la même façon, sur les équipements. Équipements publics notamment, enseignement, structure santé, culture loisirs, etc. Quel est l'impact? Parce que là, ça touche directement les collectivités et on va faire une évaluation des dommages dans ce domaine. Et puis le troisième grand point, c'est la vulnérabilité du territoire. Et là, c'est d'essayer d'avoir une vision un peu plus globale et un peu plus, éventuellement, qui ressorte un petit peu du territoire. L'exemple, c'est par exemple les établissements d'enseignement avec des forts enjeux. C'est l'éducation. C'est des dommages importants aux équipements publics qui sont gérés par différents niveaux de collectivité, mais ça peut être des coûts relativement importants. C'est des durées d'immobilisation de continuité d'activité. Ça pose tout un tas de problèmes. C'est des interlocuteurs multiples. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux à travers l'enseignement. Et l'idée, ça a été de regarder un petit peu quel est effectivement le potentiel exposé, à la fois en nombre d'établissements, en effectifs. Qu'est-ce que ça représente toujours de l'effectif global de votre commune? D'avoir 5 établissements inondables, c'est une chose, mais si ça représente 80% de vos capacités d'accueil, le retour à la normale, sachant qu'aujourd'hui, certains évaluent à 6 mois, 1 an, la reprise ou la remise à niveau d'un établissement scolaire. Si vous n'avez pas anticipé les choses, c'est comment vous faites pour organiser la réflexion finalement sur l'après-crise et l'organisation finalement de tout simplement accueillir les élèves, et c'est absolument primordial pour faire repartir un certain nombre de choses. Donc c'est un petit peu ce genre de réflexion. Ça a été des réflexions sur les transports. On n'a pas l'électricité, c'est absolument majeur. Le deuxième point qui caractérise quand même le fonctionnement de la métropole et de l'agglomération parisienne, c'est la dépendance au transport, que ça soit le transport routier par rapport à déplacement domicile-travail, toute la logistique urbaine, la logistique économique. Et puis c'est aussi les transports ferrés, transports en commun. Donc on a une cartographie, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui en matière de transport. Donc on sait que la ligne de métro, par exemple, sur ce territoire-là ne fonctionne pas. La ligne RER, la cartographie est fausse, mais elle ne fonctionne pas non plus. Donc il y a tout un tas de déplacements domicile-travail qui ne vont pas se faire. Dessous, vous avez une carte des infrastructures routières. Il y a quand même quelques autoroutes qui passent sur ce secteur-là. Il y a des voies extrêmement importantes qui sont potentiellement en zone inondable. Et plus important encore, il y a tout un tas de franchissements. On est dans un système de boucle et tous les franchissements seront coupés en cas de crue. Et là, ça pose aussi d'autres problèmes parce qu'on est finalement sur une situation très isolée de ce territoire. Il n'y a pas de porte de sortie quasiment. Il n'y a pas de porte d'entrée non plus en termes de gestion des secours et d'organisation. Ça va être extrêmement complexe. Et il y a une dizaine de ponts qui ne fonctionneront pas pendant le temps de la crue. Et ça en tout cas, entraîne à mon avis un certain nombre d'enjeux particuliers. Et puis à travers de ça, on a aussi exploité par exemple les données du RGP, du recensement général de population, sur tous les déplacements domicile-travail. Quel est le mode utilisé? Quel est le mode? Est-ce que vous utilisez la voiture en commun à l'échelle de ce territoire? Est-ce que vous utilisez la voiture particulière? Quelle est la part modale de chacun de ces transports? Et quand vous avez 15, 20, 50 000 personnes à l'échelle de ce territoire, c'est 60 à 70 000 personnes qui bougent quotidiennement, qui ne pourront pas bouger, qui ne pourront pas venir sur leur lieu de travail éventuellement à l'échelle du territoire, parce que c'est même les zones qui ne sont pas inondées, mais qui ne pourront pas aller sur le lieu de travail non plus. Donc c'est essayer d'aller un petit peu dans ces réflexions-là. C'est d'aller dans d'autres réflexions aussi sur tous les grands équipements structurants qui font fonctionner le territoire, avec leur niveau de dépendance. Alors ça, on ne sait pas bien le calculer encore. Il y a des superpositions de syndicats dans l'eau potable, dans l'assainissement, dans les déchets, etc. Mais c'est un territoire servant aussi en matière de grands équipements. Il y a des infrastructures logistiques extrêmement importantes. C'est le port de Gennevilliers, c'est le plus gros port fluvial français. C'est plusieurs dizaines de millions de tonnes de fret qui sont transportées sur ce port. C'est le principal port matériau d'Île-de-France, totalement impacté. C'est des questions d'assainissement. On a 2 usines qui sont potentiellement extrêmement importantes, appartenant au SIAP, qui sont aussi potentiellement les pieds dans l'eau. Les dépôts d'hydrocarbures, on en a moins en moins en Île-de-France. C'est une évolution aujourd'hui, sauf que sur, par exemple, Gennevilliers, on a 2 dépôts d'hydrocarbures qui alimentent tout le nord de l'agglomération parisienne, qui ne fonctionneront pas.
Soit ils seront directement inondés, soit ils ne seront pas accessibles. Ça pose aussi des interrogations. C'est l'électricité, c'est le traitement des déchets. Le traitement des déchets, c'est l'usine de Saint-Ouen en face, avec un système de collecte qui prend toute la boucle de Gennevilliers. L'usine ne fonctionnera pas, donc ça renvoie à des questions à la fois d'infrastructure qui ne fonctionnera pas et de réseau de collecte. Chauffage urbain, voilà. On a tout un tas d'éléments, donc on essaie de les repérer, on essaie d'alerter, puis après c'est une discussion avec les grands opérateurs. C'est la zone de défense que vous avez dû voir ce matin qui travaille là-dessus aussi, mais ça fait partie de la vulnérabilité du territoire. La zone de défense, elle travaille à grande échelle, puis après il y a quel est l'impact global finalement de la coupure d'une infrastructure, d'un réseau de collecte, etc., etc. Puis le dernier point qui nous semblait important, c'est l'avenir. C'est l'avenir dans le sens où aujourd'hui, ce territoire, comme beaucoup d'autres, comme celui sur lequel on est aujourd'hui, on est sur le renouvellement urbain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le Grand Paris, avec des objectifs extrêmement forts aujourd'hui, à la fois de construction de logements. Il y a un SDRIF, il y a une loi du Grand Paris qui existe, avec des objectifs très très forts en matière d'aménagement, de renouvellement urbain. Et donc on sait, par exemple, aujourd'hui, que le schéma directeur qui affiche des objectifs de plus 10, plus 15% de population à l'horizon 2030 dans les tissus urbains existants, avec des pâtis de densification, par exemple sur certaines portions de territoire, touche directement les zones inondables. Et là, ça interroge sur comment construire aujourd'hui en zone inondable. On sait que c'est des sites qui vont évoluer dans le futur. Comment finalement on fait évoluer cette réflexion par rapport à cet aménagement futur. C'est aussi des projets qui sont eux lancés aujourd'hui. C'est comment on intègre finalement, et c'était la carte du dessous, dans des projets d'aménagement, dans des AC, etc. Aujourd'hui, le risque inondation, en dépassant le plus souvent le cadre du PPRI qui est un petit peu restreint et qui n'a pour objectif de travailler finalement qu'à l'échelle de la parcelle ou de la construction. Voilà, tout ça pour finir pour dire que c'est une démarche qui est engagée. Donc là, nous, on s'est attaché à travailler sur juste la faisabilité de réaliser des guides de vulnérabilité. Il nous semble que c'est quelque chose qui est extrêmement faisable, surtout d'essayer d'avoir une dimension extrêmement large. En tout cas, l'intérêt de ce guide-là, dans la façon dont il est construit, c'est à la fois de travailler sur la prévention, sur le temps de la gestion de crise et puis éventuellement sur le post-crise, donc d'avoir une vision extrêmement large du risque. Ce qui nous semble important, c'est, s'ils doivent être lancés aujourd'hui, c'est un diagnostic partagé. Partagé entre un ensemble d'acteurs du territoire. Ça ne doit pas venir d'une seule personne, c'est évidemment les collectivités qui sont porteuses des projets de territoire aujourd'hui. Donc, à notre avis, il faut travailler avec elles, mais c'est les acteurs économiques, c'est les grands opérateurs, c'est éventuellement les populations, parce qu'ils peuvent aussi avoir des choses à faire remonter, et c'est surtout un diagnostic co-construit. C'est-à-dire que nous, on s'est lancé là juste pour voir ce que c'était, mais c'est les services qui doivent travailler, c'est porté par une collectivité pour que ça puisse aboutir. Ça pose des questions aussi sur le territoire de référence à engager. Est-ce que c'est un territoire de gouvernance, comme je vous ai montré le PT5, ou est-ce que c'est un territoire de risque aujourd'hui? Par exemple, le territoire de gouvernance, on doit être sur le PT, l'établissement public territorial numéro 12, mais la Seine, on fait la limite. Est-ce qu'on travaille plutôt à l'échelle du bassin de Seine parce qu'il y a une vraie réalité du risque et comment on travaille ou éventuellement en associant un petit peu de territoire. Sachant que dans ce domaine, il me semble très important parce qu'il y aura besoin de solidarité et qu'on ne peut pas jouer le risque d'une façon homogène à l'échelle même d'un territoire de gouvernance. Il y aura le jour où ça arrivera, parce que les enjeux sont extrêmement forts, c'est une nécessaire solidarité entre les territoires et c'est extrêmement important de l'anticiper et de l'anticiper très en amont. Et puis après, on pourrait se poser, et je finirai là-dessus, sur les axes de réflexion, parce que faire un diagnostic pour un diagnostic, ça n'a pas grand sens si on ne travaille pas après sur des axes d'action. Et il nous en ressort toujours un petit peu quelques-uns. C'est tout ce qui relève de la culture du risque et du partage de l'information. C'est absolument primordial parce que c'est la base de la réduction de la vulnérabilité. C'est tout ce qui relève évidemment des diagnostics. Et je pense aux équipements de services publics, c'est extrêmement important parce que, je vous l'ai évoqué tout à l'heure par rapport à la résilience des territoires, c'est celle des activités économiques, c'est analyser et rentrer beaucoup plus dans le détail des dysfonctionnements liés au réseau. Aujourd'hui, on les connaît très très mal, il faut absolument améliorer les choses dans ce domaine. C'est toute l'organisation de la gestion de crise. Et là, je reviens sur la solidarité, mais c'est aussi lancer finalement des PCS intercommunaux, certainement, en tout cas réfléchir beaucoup plus largement. C'est engager très très fortement les plans de continuité d'activité. Et puis, dernier axe qui me semble aussi relever assez fortement des collectivités, parce que c'est elles qui sont aujourd'hui des porteuses de projets à l'échelle des territoires, c'est tout ce qui relève du renouvellement urbain, de l'aménagement aujourd'hui en zone inondable, parce qu'on va constituer, parce que se cacher les choses en Ile-de-France, en tout cas dans l'agglomération centrale, d'autant plus que les PPRI le permettent, on va continuer à transformer la ville sur la ville en Ile-de-France en zone inondable. Et donc aujourd'hui, comment on fait des changements d'échelle pour travailler à l'échelle des quartiers, sur des quartiers résilients? Il y a tout à construire dans ce domaine-là. C'est un grand facteur d'innovation, éventuellement d'image. Puis c'est aussi dans ce domaine-là tout le lien aménagement-gestion de crise. Vous augmentez votre population, vous faites des opérations nouvelles qui rajoutent quelques centaines de logements en zone inondable. Est-ce que votre gestion de crise a été pensée
parallèlement, en tout cas, est-ce qu'il y a un lien entre les deux aujourd'hui? Voilà, très rapidement sur les aspects de ce diagnostic aujourd'hui, ce retour d'expérience sur le territoire de Gennevilliers. Ludovic, tu nous as beaucoup parlé du contenu de ce diagnostic, mais est-ce que tu peux nous dire quelle faisabilité de la mise en œuvre de ce type d'outils et notamment, est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Combien de temps il faut? Est-ce que c'est possible à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un interco? Comment ça se passe pour une mise en œuvre très concrète? Est-ce que c'est... On a pu montrer à travers l'expérience qu'on a réalisée pour le ministère qu'effectivement c'était faisable. On est dans un cas particulier en Ile-de-France, enfin en tout cas pour l'IAU, puisqu'on s'est lancé sur ce travail, c'est qu'on a la chance de disposer d'énormément d'informations. Historiquement, ça fait 50 ans qu'on existe, ça fait 30-40 ans qu'on développe un système d'information géographique qui touche toutes les problématiques d'aménagement. Donc on a énormément d'informations sur l'environnement, sur le logement, sur l'INSEE, les populations, etc. Donc on a énormément de données. Donc il y a un temps de préparation de données, mais je dirais qu'on n'a pas besoin d'aller les chercher. En plus, on travaille beaucoup en partenariat avec énormément d'organismes, services de l'État, des organismes spécialisés ou un peu plus spécifiques. Donc je dirais que le problème de la donnée n'existe pas tant que ça pour nous. Et finalement, on arrive à faire le croisement de façon relativement aisée. Ça prend du temps. Par contre, moi j'ai alerté quand même les personnes qui penseraient que ça peut se faire relativement facilement. Non, ça prend du temps, ça demande une technicité. Je suis parvenu dans tout le retour d'expérience qu'on a sur ce genre de travaux, mais ça pose beaucoup de problèmes sur l'échelle, sur la représentation, sur comment vous représentez aujourd'hui, même ne serait-ce que cartographiquement, des grands territoires, parce que très clairement, ça me semble pas très intéressant de le faire à l'échelle communale. C'est une réflexion intercommunale, parce que une commune toute seule ne fonctionne pas toute seule, elle fonctionne à l'échelle d'un territoire, donc il faut trouver le territoire de gouvernance. Au regard des enjeux particulièrement importants en Ile-de-France, c'est pas une question qui se gère non plus à l'échelle communale, c'est certainement à l'échelle de grands territoires. Donc voilà. Donc c'est des choses qui sont faisables. Dire que c'est aisé, je dirais pas que c'est aisé, mais on a la chance en Ile-de-France d'avoir énormément d'informations pour le faire et de pouvoir. Enfin, je ne sais pas si ça vous a semblé intéressant, mais on peut mobiliser beaucoup d'informations, aller rechercher énormément de choses. Et pour être très concret, sur le temps passé, par exemple, en nombre d'équivalents temps plein, en nombre de jours d'équivalents temps plein, pour arriver à ces premiers résultats-là. Il y a en plus, dans une démarche de ce type-là, il y a 3 temps à faire. Il y a 2 démarches. Le diagnostic en tant que tel qu'on a fait, on a mis une quarantaine de jours temps plein pour le faire. Donc voilà, et on dispose de toutes les informations. On n'a pas besoin d'aller les rechercher. C'est du temps d'analyse, mais il y avait aussi un certain temps sur la cartographie, etc. Sauf qu'une démarche de ce type-là, c'est aussi du temps de réunion, c'est du temps d'animation, c'est du temps d'explication que moi j'ai pas intégré parce qu'on finalement on l'a fait en chambre cet exercice. On avait effectivement associé la commune de Gennevilliers parce que elle nous semblait particulièrement représentative de ce type d'approche parce qu'elle travaille aussi depuis quelques années là-dessus. Donc d'avoir son retour d'expérience sur la façon dont elle appréhendait les indicateurs qu'on pouvait proposer, etc. C'était avoir un retour d'expérience, etc. Mais c'est pas une demande qui vient, je dirais, de la collectivité. C'est pas une demande d'animation. Donc, je pense qu'il y a aussi un temps important d'animation. Et puis après, c'est le niveau de détail auquel on veut aller. Aujourd'hui, quand je suis à l'échelle du territoire, je vous dis, j'ai 50 écoles en zone inondable. C'est la toute première étape. Maintenant, quelle est la vulnérabilité réelle de ces 50 écoles? Comment elles sont organisées? Est-ce qu'elles sont préparées, etc. Et donc là, ça fait appel aux services. Par exemple, tout simplement de l'administration qui est en charge des lycées, enfin les équipements scolaires. Ce travail-là, c'est pour ça que je disais que c'est un diagnostic qui, à mon sens, doit être co-construit. C'est-à-dire que moi, je suis pas capable de savoir quelle est l'organisation aujourd'hui du territoire par rapport à ce risque. Est-ce qu'elle en a conscience? Est-ce qu'elle en a envie de s'investir? Et donc, si on veut aller beaucoup plus loin, juste de dire, on vous alerte sur les 50 équipements. Est-ce qu'il y a un plan de continuité d'activité qui est fait? Est-ce qu'il y a une vulnérabilité réelle, etc. Ça demande encore un travail, un investissement beaucoup plus important. Donc je dirais qu'on est dans un diagnostic relativement fin, mais qui est pas, qui pourrait aller beaucoup plus loin, mais aller beaucoup plus loin, ça demande encore plus de temps, et ça se fera pas du jour au lendemain. Et du coup, ça renvoie finalement à une démarche d'une collectivité de se lancer dans cette réflexion de prise en compte du risque, tout simplement intégré dans son aménagement, dans sa façon de penser, ou en tout cas de penser son organisation, juste de l'intégrer, et là, ça peut déboucher sur un temps plus long, sur tout un tas de réflexions. Finalement, c'est un travail au long terme, c'est pas juste un instant T, c'est engager un travail pérenne sur ces réflexions-là.